Rebonjour à tous. Je tiens à présenter les excuses de Marie-Christine Lecomte, directrice de recherche à l'INSERM et responsable du pôle expertise collective de l'INSERM, qui n'a pu venir aujourd'hui à cette réunion pour des problèmes de santé. Et donc je serai la parole de Marie-Christine. Alors, tout d'abord, la mission de l'expertise collective de l'INSERM est d'apporter un éclairage scientifique sur une question de santé publique utile à la prise de décision. En d'autres termes, il s'agit de fournir un bilan des connaissances scientifiques issues de la recherche biomédicale et en sciences humaines et sociales. Le pôle d'expertise collective prépare un fonds documentaire. Il fait une recherche bibliographique exhaustive et impartiale dans les bases de données de la littérature scientifique internationale. Et ensuite, c'est un groupe d'experts, acteurs de la recherche, réunis par l'INSERM, qui analyse ce fonds documentaire. Ces experts sont choisis selon deux principes, leur compétence dans le champ étudié et leur indépendance. Le rapport est rendu public. Il y a 80 rapports déjà livrés actuellement par l'expertise collective INSERM, 10 portés sur des thèmes de santé environnementale. L'expertise pesticides effets sur la santé a été commandée par la Direction générale de la santé. Cette expertise avait pour objectif d'évaluer un lien entre une exposition professionnelle aux pesticides, en particulier dans le secteur agricole, d'évaluer également les effets sanitaires d'une exposition précoce, c'est-à-dire in utero, chez le fœtus et le jeune enfant, et, dans la mesure du possible, identifier des familles chimiques ou des substances actives pouvant être impliquées dans des effets sanitaires. Le groupe d'experts de travail était composé de 11 experts, experts en épidémiologie de la santé au travail ou en santé environnementale et experts en toxicologie. Vous en avez la liste ici. Le travail s'est appuyé sur 3 disciplines: l'expologie, qui est la mesure de l'exposition, l'épidémiologie, qui va estimer les risques pour une population donnée d'avoir une pathologie à partir de ces expositions. Et enfin, pour conforter les données de l'épidémiologie, la toxicologie a permis d'identifier des mécanismes de toxicité des pesticides. Pour la partie expologie, donc la mesure d'exposition, on s'est intéressé à la manière dont ont été évaluées les expositions professionnelles dans les études. Qui est exposé, à quoi, quelle substance, quand, à quel moment de la vie, en faisant quelle tâche particulière, quelle durée, quelle dose, quelle voie de contamination, etc. On a essayé de regarder les outils et les méthodes qui étaient utilisés dans ces études. Pour la partie épidémiologie analytique, donc le groupe d'experts, pour ses conclusions, s'est appuyé sur les études internationales disponibles. Elles sont de 4 sortes. Il y a les études de cohorte. Les études de cohorte concernent une population définie au moment du démarrage de l'étude. Et cette population va être suivie dans le temps. Donc dans le temps, ça peut être plusieurs mois ou plusieurs années. Et on observe la survenue d'éventuels effets de santé. Il existe une grosse cohorte américaine, on l'a déjà cité, l'Agricultural Health Study, qui a été initiée en 1993, et cette cohorte a publié énormément de travaux, et beaucoup d'informations de conclusions dans cette expertise sont issues de cette grande cohorte américaine. Une autre cohorte française aussi, Agrican, qui débute et qui donnera certainement des résultats intéressants. Deuxième cas, les études qu'on appelle cas témoins. On va comparer des niveaux d'exposition entre des personnes qui sont malades et des personnes qui ne sont pas malades, atteintes de la maladie. Il existe aussi ce qu'on appelle les enquêtes transversales. C'est des enquêtes qui sont faites à un moment donné où on va mesurer simultanément l'exposition et la prévalence de la maladie. Et enfin, une dernière approche qui est très importante, ce sont les méta-analyses. C'est une analyse statistique des résultats de toute une série d'études épidémiologiques. Ça permet en fait, en compilant l'ensemble des données, d'augmenter le nombre de cas d'étudiés et de pouvoir faire une analyse un peu plus précise. Et enfin, pour appuyer et conforter les données obtenues en épidémiologie, la troisième discipline sollicitée était donc la toxicologie. La toxicité d'une substance active va dépendre de sa capacité à traverser les différentes barrières biologiques. Sa pénétration est liée aux propriétés physico-chimiques de la substance, mais elle peut aussi être modifiée par
les adjuvants. Et le rôle justement des adjuvants dans les pesticides, les produits phyto, est assez peu considéré dans les études épidémiologiques. Enfin, la toxicité d'une substance va également dépendre de son devenir dans l'organisme, c'est-à-dire de sa prise en charge et de sa transformation en vue de son élimination. On assiste parfois à un phénomène qui fait en sorte que les métabolites, c'est-à-dire les dégradations des substances actives initiales, sont parfois plus dangereuses que la substance active initiale. Alors, pour établir un lien entre la survenue d'une pathologie et une exposition aux pesticides, il y a beaucoup de difficultés d'ordre méthodologique. Tout d'abord, des difficultés liées à la mesure de l'exposition. Beaucoup d'études sont basées sur des questionnaires qui vont uniquement prendre en compte, par exemple, l'activité professionnelle, sans plus de précision. Il y a aussi des difficultés qui sont liées à la pathologie étudiée, notamment les pathologies dont la prévalence est élevée seront plus faciles à étudier que des pathologies rares. Par exemple, c'est le cas de la prostate, qui est un cancer fréquent, alors que le cancer du testicule est plutôt un cancer rare. Des difficultés liées aussi au diagnostic et à la définition précise des pathologies. Il existe des sous-types de pathologies et il est nécessaire parfois de les prendre en compte. Pour éviter tous ces problèmes de biais, il y a plusieurs... une étude doit avoir plusieurs qualités. Elle doit prendre en compte les autres facteurs de confusion, par exemple les expositions aux ultraviolets pour le mélanome, cancer de la peau, disposer d'une puissance suffisante, il faut avoir un nombre important de populations, prendre en compte les facteurs de susceptibilité génétique, on l'a vu pour la maladie de Parkinson, et puis aussi considérer les différences entre les contextes agricoles. Je vous ai dit tout à l'heure que l'étude, la grosse cohorte américaine fournissait beaucoup de résultats, mais les agriculteurs américains sont rarement exposés aux fongicides, contrairement à la population en France. Dans le bilan de cette étude concernant les cancers, le travail des experts s'est focalisé sur 8 localisations que je vais vous présenter. Alors pourquoi seulement ce type de cancer? Ces choix ont été orientés par les résultats de 2 méta-analyses anciennes qui ont été menées en 92 et 98 par Blair et Aquarella, qui ont montré qu'il y avait un excès de risque chez les agriculteurs de mélanome, de cancer du cerveau, de la prostate et de maladies hématopoïétiques, de cancer hématopoïétique. Les résultats sont ceux-là. Concernant le cancer de la prostate, donc, qui est un cancer fréquent, l'expertise collective a montré qu'il y avait une présomption forte entre l'exposition et cette pathologie. Cette présomption repose sur des études menées chez les agriculteurs, chez les applicateurs de pesticides et chez des ouvriers en industrie de production de pesticides. Les méta-analyses, ainsi que la grande cohorte américaine, rapportent un excès significatif compris entre 7 et 28%. Pour le lymphome non-hodgkinien, la présomption est forte. Sur 7 méta-analyses, à partir d'études menées chez des agriculteurs, applicateurs et ouvriers en industrie, tous montrent un excès de risque, mais qui est significatif sur 5 des 7 méta-analyses. Il est aussi à noter que cette pathologie a été beaucoup étudiée. Si une pathologie est beaucoup étudiée, il est aussi normal d'avoir beaucoup de résultats sur ces pathologies. Concernant les myélomes multiples, 6 méta-analyses rapportent une augmentation de risque entre 9 et 39%. 3 sur les 6 sont significatives et 2 à la limite de la significativité. Pour les leucémies, la présomption est moyenne. Cette méta-analyse rapporte une augmentation de risque entre 7 et 43%. Enfin, pour les 4 autres cancers étudiés, la maladie de Hodgkin, 2 méta-analyses sur 4 montrent un excès de risque significatif. Concernant le cancer du testicule, c'est un cancer rare, comme je vous l'ai dit, qui est plus difficile à étudier. Et il est à noter l'absence d'études qui prennent en compte les expositions prénatales, qui pourraient être une période de vulnérabilité pour ce cancer. Pour les tumeurs cérébrales, il n'y a pas de méta-analyse récente. Pour le mélanome, les résultats ne sont pas clairs, en raison notamment donc, du facteur de confusion que je vous citais tout à l'heure sur l'exposition aux ultraviolets, au rayonnement ultraviolet.
Le travail d'expertise a aussi porté sur les maladies neurodégénératives et les troubles neurologiques. Ici, les principaux résultats. Donc, il y a une forte présomption d'un lien avec la maladie de Parkinson. Donc, je n'y reviendrai pas, on a eu un exposé plus détaillé tout à l'heure. Au sujet de la maladie d'Alzheimer, les études cas témoins sont assez peu robustes, mais des cohortes récentes avec un suivi de 5 à 7 ans ont des résultats plutôt convergents qui montreraient un risque qui pourrait être multiplié par 2. Pour la SLA, la sclérose latérale amyotrophique, 9 études ont fait l'objet de méta-analyses récentes et montrent des risques significatifs chez les hommes. Concernant les troubles neurologiques, une exposition chronique aurait un effet quand il y a une exposition aiguë. Cependant, les dernières études suggèrent un effet d'une exposition chronique sans antécédent d'intoxication aiguë. Et il est à noter que les nombreuses études qui concernaient ces pathologies ont concerné un seul type de pesticide. C'était certains insecticides et notamment les organophosphorés. Enfin, il est observé une plus grande fréquence des troubles anxieux et dépressifs pour des expositions aussi bien aiguës que chroniques, mais les facteurs conjoints d'environnement social et professionnel rendent difficiles les conclusions de l'étude. L'expertise a aussi abordé les effets d'une exposition précoce, donc au cours du déroulement de la grossesse et du développement de l'enfant. Dans cette partie de l'étude, les expositions qui ont été prises en compte sont les expositions liées aussi bien à l'activité professionnelle que à l'exposition résidentielle, les expositions domestiques, ainsi que pour certaines, les expositions alimentaires. Donc, plusieurs événements ont été analysés. Si on reprend les résultats, donc il existe une forte présomption d'un lien entre l'exposition professionnelle et les malformations congénitales et les morts fœtales. Ce lien étant moins fort pour les expositions résidentielles. La présomption est moyenne entre une exposition résidentielle et la croissance du fœtus. Concernant le neurodéveloppement, la présomption de lien est plus ou moins forte selon le type d'exposition. Concernant le développement de l'obésité, il y a une forte présomption d'un lien avec une exposition alimentaire. Et enfin, pour la survenue de leucémie et de tumeurs cérébrales, la présomption est forte, surtout avec l'exposition professionnelle. Dernier point abordé par le groupe d'experts, donc les troubles de la fertilité. C'est un cas de figure assez particulier puisque c'est la seule pathologie qui a un lien avéré avec l'exposition à une substance, donc le DBCP, le dibromochloropropane, qui est un insecticide interdit. Il y a aussi des présomptions avec d'autres produits, le dibromure d'éthylène, le chlordécone, le chlordane, le DDT. Tous ces pesticides sont également interdits. Enfin, pour de nombreux autres pesticides, les conclusions sont plutôt contradictoires et inconsistantes. Enfin, il faut savoir que les effets des pesticides sur la fertilité féminine sont encore mal connus car relativement peu étudiés. 5 minutes. Je vais faire en 5 minutes. Les experts ont aussi tenté d'identifier des substances actives qui pourraient être incriminées dans la survenue de différentes pathologies étudiées. Concernant les substances interdites, certaines imprègnent encore la population française, donc je vais peut-être passer vite ici, mais la population française, pas que la population professionnelle, est exposée. On retrouve du lindane chez 7% des sujets étudiés, le DDT dans la quasi-totalité des populations, le chlordécone dans la quasi-totalité aussi des échantillons au sein des populations des Antilles, etc. La littérature ne permet pas actuellement d'identifier avec précision des mécanismes cellulaires ou moléculaires mis en jeu dans les pathologies. Toutefois, certains modes d'action des substances soutiennent certaines données épidémiologiques. Il peut s'agir de stress oxydant, de dommages à l'ADN, etc. Je vais passer un peu vite sur cette partie. Sur ce tableau, vous pouvez constater que pour certaines substances actuellement interdites en France, certaines sont suspectées d'avoir un effet sur la survenue de pathologies ou de troubles du développement, et il existe des hypothèses mécanistiques compatibles. Donc pour le lindane, par exemple, le DDT, le chlordécone.
Et pour le Maneb, le Mocozeb, voilà ici. Donc ça, c'est pour la partie produits interdits. Ici, vous avez la liste des produits qui étaient autorisés à l'époque, en tout cas de publication de l'expertise collective, notamment le chlorpyrifos, insecticide, et Mancozeb, Maneb, fongicide. Beaucoup de substances, en fait, n'ont pas encore beaucoup été étudiées en toxicologie et on manque d'informations pour apporter des éléments. Il faut savoir aussi que si quelques substances actives pourraient être individuellement incriminées, il ne faut pas occulter que chaque sujet est exposé à une multitude de substances chimiques et se pose la question des mélanges des pesticides à faible dose. Donc la question des mélanges est difficile à aborder pour des histoires de toxicocinétique, de pharmacologie, d'effets potentiels qui peuvent être l'additivité, la synergie, la potentialisation, l'antagonisme, etc. Je vous l'ai montré tout à l'heure, il y a plus d'1 millier de substances actives, des adjuvants, etc. Et on se doute bien que tous ces produits pourraient avoir une certaine interaction et qu'il est très très difficile de tous les étudier. En tout cas, il est très difficile de prédire l'impact des mélanges encore aujourd'hui. Enfin, je terminerai par les recommandations, puisque le groupe d'experts a proposé quelques recommandations à la Direction générale de la santé. Je vous les liste ici. Une partie concernant l'amélioration des connaissances sur l'exposition des populations. On l'a vu, c'est une discipline importante pour les études épidémiologiques. Et si une étude épidémiologique comporte des biais sur l'exposition, elle aura du mal à montrer certains éléments. Donc on a demandé à organiser un recueil de données d'usage des pesticides en milieu agricole, documenter les niveaux d'exposition dans tous les contextes agricoles, disposer de données d'exposition des professionnels tout au long de la vie, les sources d'exposition dans la population générale, les notifications d'intoxication aiguë aux pesticides, fournir des moyens aussi analytiques, d'analyse de pesticides, et puis aussi accéder aux compositions des produits commerciaux, et je vous parlais tout à l'heure des adjuvants. Et enfin, on a aussi proposé des recommandations pour la recherche. Donc la poursuite de travaux sur l'impact sanitaire, d'une exposition aux pesticides utilisés en France, puisque l'expertise collective s'est appuyée sur un grand nombre d'études internationales. Mieux comprendre l'effet de l'exposition aux pesticides dans les populations vulnérables. Prendre en considération l'exposition aux pesticides pendant les périodes de grossesse, notamment. Favoriser une recherche intégrant plusieurs approches entre l'épidémiologie et la mécanistique, la toxicologie. Et enfin, approfondir les connaissances de toxicité des mélanges et des faibles doses pour lesquelles nous avons encore peu d'informations. Voilà, je vous remercie de votre attention. J'espère ne pas avoir été trop rapide.